Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga-Akoa. Dernière parution. Arlette Tony, Épargnant d'Afrique, inquiétez-vous 2011. Patrice Itoie, Le Patrick, le cinquantenaire économique du Congo-Brazzaville. Fonctionnariat et entrepreneuriat, 2011. Pape Moussa Samba, Léopold Sédar Senghor, philosophe de la culture, 2011. François Lonceni-Fall, Mon pari pour le Guinée. Le changement est possible, 2011. Emmanuel Yenshuvbo, Inventer un nouvel espace public en Afrique. Le défi de la diversité ethnique, 2011. Yaya Kone, Anthropologie de l'athlétisme en Afrique de l'Ouest, la condition de l'athlète, 2011. Anna Monsieur Diagne, Sacha Kesseler, Christian Meyer, édition, Communication Wolof et Société sénégalaise. Héritage et création, 2011. Fabrice Agyunendone, Changement social chez les Makinas du Gabon, 2011. BH Moussavou, Prison africaine. Le cas du Gabon, 2011. Motazehakam, La sociologie de Jean-Marc Ella, 2011. Léon Modeste Nnang, L'effort de guerre de l'Afrique. Le Gabon dans la Deuxième Guerre mondiale, 1939 à 1947, 2011. Joseph Mbouondam Souladir, La microfinance à la croisée des chemins, 2011. Benoît Awzimbambikungua, De la postcolonie à la mondialisation néolibérale, radioscopie éthique de la crise négro-africaine contemporaine, 2011. Introduction générale. L'attitude réductrice d'une opinion européenne qui fait de l'Afrique noire un monde sans culture, sans civilisation s'étend jusqu'au niement, rejet de l'existence d'une organisation de justice propre aux sociétés de ce continent. Or, en tant que société, les pays d'Afrique noire sont des lieux de vie. La vie en société doit être comprise comme un ensemble de liens qui unissent les hommes, membres de cette société, des rapports qui définissent leurs relations et déterminent les domaines d'exercice de leurs intérêts. Ces liens et ces rapports sont souvent cause des heurts et des conflits meurtriers, quand cet exercice d'intérêt a lieu au-delà des règles qui limitent leur fonctionnement. Toute société où les bornes ne sont pas dressées autour des intérêts individuels et ou de groupes, des membres, où le fonctionnement des rapports entre ces individus est laissé au hasard des libertés ne peut se prévaloir d'une place dans le concert de sociétés organisées. La société Mbosi-Oli, comme nous l'avons démontré dans notre étude sur l'institution traditionnelle Otwer chez les Mbosi-Oli, disposait d'une institution suprême et supérieure pour son organisation et pour la régulation de la vie en son sein, Otwer. Sous les règles et les lois d'Otwer, la société Mbosi a vécu et a sécrété sa culture et engendré sa civilisation. Parmi les éléments d'identité de cette civilisation Mbosi, il nous faut souligner son système de justice. La justice en pays Mbosi dans son ensemble, en particulier en pays Mbosi-Oli, est l'une des facettes du pouvoir d'Otwer. Pour exercer ce pouvoir, Otwer devait réguler les rapports entre les membres de cette société, définir les règles qui prescrivent les bornes aux intérêts des hommes. Si nous le verrons dans ce livre, l'exercice de la fonction justice semble être un acte libéral. Otwer lui fournissait les hommes, membres d'Otwer, qui jugeaient et disaient le droit à son nom. Dans le présent livre, nous ne pouvons manifester l'ambition de réaliser une étude de droit coutumier qui relève des spécialistes du droit. Extrait de notre thèse de doctorat unique d'histoire, cette étude nous a permis de déceler et relever les éléments de conduite d'affaires en milieu Mbosi, sous l'égide et la protection d'Otwer. C'est dans ce cadre que nous avons décidé d'étudier Otwer en tant que système judiciaire. Mais, au-delà de cet intérêt, cette étude porte en soi un objectif scientifique rêvé, dans la mesure où pour l'Afrique centrale en général et le Congo-Brazzaville en particulier, les études approfondies sur la justice ancestrale ou traditionnelle sont rares. Aussi, pour la saisir, pour en connaître les fondements, les manifestations et les objectifs, se plonger dans son cadre naturel, c'est-à-dire des sociétés traditionnelles du Congo, indispensable, était-il afin d'interroger de l'intérieur ce système pour apporter un éclairage certain sur son organisation, son fonctionnement et ses supports.
Pour une étude de cette dimension, nous nous proposons de clarifier tour à tour les points ci-dessous. 1. Le système de justice Mbosi en tant que pouvoir traditionnel. Cette partie renseignera sur l'organisation et le pouvoir de la justice traditionnelle Mbosi, le rôle de la justice en société Mbosi, le fonctionnement de la justice traditionnelle en société Mbosi. 2. L'esquisse du droit Mbosi en tant que cadre institutionnel de la justice. La partie s'articule sur les caractères généraux du droit Mbosi, le dommage en droit Mbosi, la responsabilité civile impliquée par le droit Mbosi. 3. Les supports procéduraux de la justice, comme les procédures pénales, les procédures de réconciliation. L'étude de ces 3 premières parties conduit à déceler l'existence de 2 codes spéciaux qui, avec les supports procéduraux, semblent constituer la matrice du droit Mbosi. Nous voulons les mettre en exergue pour le lecteur. Ce sont 4. Le code de mariage qui s'ordonne comme suit. Objet et procédure du mariage. La dot. Caractéristiques de la dot. Les obligations des mariés en société traditionnelle Mbosi. 5. Le code de la succession qui s'ordonne comme suit. Le sens de la succession en droit traditionnel Mbosi. La dévolution successorale en droit Mbosi. Les biens présents à la succession. Le partage de la succession. Avant la conclusion, nous avons osé terminer cette étude par une analyse comparative en mettant face à face le code de la succession Mbosi et le code de la famille de l'État congolais. Notre conclusion qui sera le concentré de la présente étude pour mieux fixer le lecteur se terminera, avant d'annoncer la déchéance du système de la justice, par une opinion. La justice en société Mbosi-Oli, comme dans tant d'autres du monde, révèle tous les caractères de pouvoir judiciaire des peuples Mbosi. Première partie, le système de justice traditionnel Mbosi. La vie dans une société peut être définie comme l'ensemble des liens qui unissent les individus, des rapports qui définissent leurs relations et déterminent les domaines d'exercice de leurs intérêts. Ces liens et ces rapports sont souvent cause des heurts et des conflits, quelquefois meurtriers entre les membres quand cet exercice d'intérêt ont lieu au-delà des règles qui limitent et orientent le fonctionnement de ces liens et de ces rapports. Toute société où les bornes ne sont pas dressées autour des intérêts des hommes, et où le fonctionnement des rapports entre ces hommes est laissé libre, est sans doute sujette à l'anarchie. La société Mbosi-Oli n'était pas une société d'anarchie. Grâce à Otwer, elle disposait d'une organisation qui régulait les liens et les rapports entre ses membres. Otwer définissait les règles d'ordre et exerçait le pouvoir judiciaire. C'est à l'étude de l'organisation et de la pratique, fonctionnement, de ce pouvoir judiciaire que nous allons consacrer cette première partie. Pour ce faire, nous avons réparti les affaires que la société soumet à Otwer en 2 catégories en fonction de leur caractère, les affaires à concilier et les affaires à juger. Chapitre 1 – Organisation et pouvoir de la justice traditionnelle. Comme le font observer Kéfin Condé, Camille Couillou et Étienne Leroy, toute organisation judiciaire est l'expression d'une vision du monde en fonction de laquelle la société sera traduite en institutions rectrices qui ont pour dénomination dans l'expérience moderne la justice, l'administration. La justice est ainsi à appréhender dans le cadre d'une institution de régulation qui ne trouve pleinement sa justification, donc son efficacité et sa légitimité, qu'en exprimant des valeurs et des représentations que les membres de la société tiennent pour l'expression spécifique et originale de leur monde, mi-vécu, mi-rêvé, mais concrètement exprimé. La justice constitue l'une des plus grandes fonctions des pouvoirs d'Otwer. Elle est rendue par des magistrats appelés Atwer Singh. Twer. En fonction de sa position dans l'affaire en débat, le Twer peut jouer le rôle de juge, de conseil, avocat ou même d'intermédiaire, notaire. L'organisation de la justice traditionnelle en milieu Mbosi-Oli met en évidence l'existence des juridictions et un acteur, le Twer. 1. Les juridictions, existence et organisation. La société traditionnelle Mbosi-Oli est organisée en villages autonomes. L'organisation de la justice obéit à l'organisation administrative du pays Mbosi-Oli en village. Nous conviendrons en effet, pour les besoins de compréhension de désigner,
le règlement des conflits sous l'autorité de l'institution autuaire par tribunal, puisque le déroulement des audiences est presque similaire à celui des tribunaux modernes. En effet, autuaire justice, par son aspect ludique, théâtral et rhétorique, est une véritable juridiction. Il en a la composition, l'organisation et la compétence. Il n'existe pas de tribunal occupant un rang hiérarchiquement supérieur à l'autre, analogue à une cour d'appel dans la justice moderne. Il n'existe pas non plus de chef hiérarchique de la fonction pour le pays Mbosi Oli. La justice est rendue en audience publique de façon coutumière. Les chefs de village, de famille tiennent les tribunaux dans leur village et famille pour les affaires sollicitant la simple réconciliation entre les belligérants. Ainsi, il apparaît que le chef du village de famille, nécessairement membre d'autuaire, joue un rôle important dans le règlement des litiges qui lui confère son rôle d'autuaire. Les ANG-AQF, les maîtres d'autuaire, et les chefs de village, les ANG-OBI-autuaires, membres d'autuaire, tiennent les tribunaux pour les affaires à juger. Tous ces tribunaux sont indépendants les uns des autres. Aucun tribunal n'est doté du pouvoir hiérarchique permettant de casser un jugement rendu par un autre. La décision rendue est sans appel d'eux. Mais une des parties adverses peut la contester et recourir au jugement d'un autre tribunal. Ici l'affaire est jugée en premier et dernier ressort. En fait, au nom de la collaboration horizontale, le chef du nouveau tribunal peut par une enquête recourir au chef du premier tribunal en vue de constituer une gamme d'informations pour l'efficacité de son jugement. Il ne suffit pas d'être maître d'autuaire, ANG-AQF, ou chef de village ou encore chef de clan, de famille, pour être chef d'un tribunal et se voir déférer les affaires par la société. Il faut être tuaire, juge. Le tuaire est choisi parmi les ANG-OBI-autuaires, membres d'autuaire, selon ses capacités intellectuelles, morales et humaines, pour son amour de la justice et sa puissance d'analyse. Dans un village où il n'y a pas de maître d'autuaire, c'est le NGO-autuaire qui tient le tribunal. Le vide n'est toujours pas possible car dans tout village Mbosi Oli, il y a toujours un ou des ANG-OBI-autuaires. Ces tribunaux ne pouvaient pas être assimilés aux tribunaux coloniaux hiérarchisés. Ils n'étaient non plus organisés en chambres spécialisées. Un tribunal pouvait connaître une affaire qui lui était soumise, et la juger selon la tradition et les règles d'autuaire. Un tuaire solitaire dans une affaire ou devant un tribunal agissait sous l'autorité et sous la protection d'autuaire. Tous les résidents ou non d'un village, les membres d'une famille, défèrent les affaires à juger, à leurs chefs respectifs. D'ordinaire les procès se déroulent les jours de repos soit au pied d'un arbre droit dans le village, soit au mebal, case du chef, du village. Dans sa fonction de maître d'un tribunal, un chef est assisté de 2 ou 3 tuaires qui jouent le rôle d'assesseur ou de juré. Toutefois, les juridictions d'autuaire justice n'étaient pas à confondre avec les tribunaux de village instaurés par la colonisation et appelés tribunaux coutumiers qui étaient des organes de la justice française mal adaptés. En effet, la colonisation a tenté de modifier la structure de la justice traditionnelle. En nommant les chefs de village chargés de transmettre son autorité sur les villageois une fois acquis à sa cause, elle leur a confié aussi la direction de la justice coutumière. Dans ce cas, les tribunaux deviennent dépendants et hiérarchisés. Au bas de l'échelle, le tribunal de la terre, groupe de villages, après celui du canton, celui du district et celui de la région, enfin les cours au niveau national. Toutes les affaires suivent ce cheminement, même en ce qui concerne le divorce ou l'adultère. Dès lors 2 systèmes de justice coutumière se sont juxtaposés en société Mbosi. En fait, ce sont 2 systèmes juridiques opposés. L'un est fondé sur la coutume, parole pérenne des ancêtres Mbosi. L'autre est fondé sur la loi, incarnation abstraite d'un pouvoir fluctuant. Le Mbosi est resté lié à son droit et à sa justice, qui sont perçus comme une partie de son patrimoine culturel qui lui vient de ses ancêtres. Antoine Ndinga Oba témoigne de cette dualité d'existence lorsqu'il écrit « Il existe présentement 2 mondes juxtaposés dans ce domaine de la culture et de la justice. L'un celui de la culture du monde profond de la majorité, celui des populations qui ont gardé leur originalité, l'autre celui de vernis culturel hérité du maître d'hier. Il est l'apanage de l'État, animé par la minorité dirigeante et imposé à tout le monde, malgré les résistances patentes des populations.
Le pays est livré à un jeu de cache-cache où le peuple se réfugie dans l'univers culturel national et refuse de se dépouiller de son identité tandis que l'État s'évertue à imposer l'ordre nouveau bâti sur des réalités allogènes. 4. En soulignant qu'en justice coutumière traditionnelle Mbosi, les procès se déroulent les jours de repos, soit au pied d'un arbre dans le village, soit au Mebal, case du chef, du village, nous voulons aussi faire observer qu'il n'existe pas dans un village ni dans une zone de territoire Mbosi Oli un bâtiment ou un lieu destiné spécialement au déroulement de la justice. La justice, bien que haute fonction sociale, n'est pas dotée d'espace spécifique. Chaque procès se déroule à la résidence du juge qui le tient. Ici les parties et les juges sont, soit installés à l'ombre d'un arbre devant la case du magistrat, soit dans la grande partie de sa case, Onou à Neudaï égale salon, séjour, qui lui sert habituellement de séjour ou de salle de réception. Lorsque c'est un touer solitaire qui est saisi d'une affaire, ces audiences se déroulent dans beaucoup de cas dans les résidences des parties dans l'affaire. Il se déplace, seul ou accompagné d'un compère jouant le rôle d'assistant, d'une case à l'autre des parties. Si les parties habitent les villages différents, le touer va du village du plaignant à celui de l'accusé. Chaque partie peut se regrouper dans la case de l'aîné de la famille, où elle reçoit le juge. Il est donc aisé de constater qu'un juge solitaire dans une affaire fait des audiences qui ressemblent aux audiences foraines de la justice française moderne. C'est dans ce cas-ci que l'arrêt attend plusieurs jours. En revanche, les affaires confiées à un détenteur de tribunal, chef influent de village, obiali ou un grand maître d'Otouer, ANG Akwef, se déroulent en audience publique au Mebal, case centrale du village, du chef de tribunal, soit au pied de son arbre, soit à son Onou à Neudaï. Il est nécessaire ici comme plus haut, de relever que le Mebal ou case centrale, domicile du chef, n'est pas approprié comme espace judiciaire. Le Mebal, qui joue le même rôle que le Mbongui 5 chez les Congos, autre grande ethnie congolaise, est avant tout la résidence du chef ou d'un dignitaire influent dans le village. C'est aussi le lieu de rencontre des habitants du village qui y viennent soumettre au chef, pas toujours les affaires à juger, mais aussi les confidences, les incompréhensions entre membres d'une famille, les malentendus entre les parents dans les rapports de cohabitation. À cause certainement de ce rôle très large que joue la case du chef traditionnel du village ou patriarche le plus influent d'un clan, le terme Mebal a pris une extension figurée dans la langue Ambo. Il signifie la consultation d'un chef de famille par un des membres pour obtenir ses conseils dans une situation, ou son intervention arbitrale dans un fait qui menace la cohabitation entre parents. On dit en Mbosi que Kiba Azwe au bois Mebaleli et Boro Iba Miefo Lawa Litwa, pour dire que Kiba est parti soumettre au chef le problème qu'il a avec Itwa. Nous l'avons déjà révélé, la case Mbosi n'est pas seulement un domicile, mais aussi un espace de négociation, de rassemblement. C'est ainsi qu'elle se constitue en espace juridictionnaire dans le village. 2. Les touers, les juges. Le pouvoir et le droit de juger sont autorisés aux membres d'Otouer, les ANGO Biotouer, qui justifient des qualités et critères exceptionnels dans l'art de convaincre, de juger, de réconcilier. Le membre d'Otouer à qui sont reconnus ce pouvoir et ce droit reçoit alors le titre et le rôle de touer, juge, dans la société. Mais les attributions du touer sont plus larges. Selon le rôle qu'il est appelé à jouer dans une affaire, le touer est en effet un juge, un avocat ou conseil, un notaire, un conciliateur, un porte-parole et même comme officier d'état civil. À la différence de leurs frères de la rive gauche de la Lima, les Mbosi Oli ont introduit une distinction entre le NGO Otouer, membre de l'institution, et le touer, membre de l'institution, professionnel dans l'art de juger, de réconcilier, d'intercéder, etc. Le touer n'est donc pas une échelle hiérarchique dans l'institution Otouer. C'est un professionnel libéral du droit, qui, selon la place qu'il occupe dans une affaire, exerce de façon libérale la fonction de juge, de notaire, d'avocat-conseil, d'officier d'état civil. Il se pose comme sage et savant, gardien du droit coutumier et participe au maintien de la paix et de l'ordre dans la société. Cette polyvalence du touer est soulignée par plusieurs auteurs congolais qui ont écrit sur la question. Ainsi, dans sa thèse de doctorat, Yvon Norbert Gambeg écrit à ce sujet. Touer, celui qui se pose en maître de la connaissance, grand juge du pays et maître des affaires qui participe ainsi à l'organisation de l'espace social et politique en même temps qu'il le sécurise en veillant au droit,
à l'application des décisions et à l'inviolabilité de la coutume ou des pratiques juridiques qui se sont transformées en coutumes. 6. De même, Jérôme Hollandais témoigne de ce personnage en ces termes. C'est l'animateur indispensable qui change de peau, suivant la place que la société veut lui faire jouer dans un procès donné. Juge d'instruction dans la mesure où la partie plaignante se confie à lui pour lui assigner l'adversaire devant la justice, il est aussi l'avocat-interprète entre les tueurs, les juges et les plaignants. Enfin, il joue parfois le rôle d'avocat de la défense. On assiste alors à des échanges oratoires admirables entre ses pairs de l'accusation et lui. 7. 2.1. Les critères d'admission aux fonctions de tueur. Pour exercer les fonctions de tueur, toute personne doit répondre à 2 critères essentiels et indispensables qui sont 2.1.1. Être de sexe masculin. La femme n'est pas autorisée à juger en public les problèmes entre les hommes. Il ne lui est pas davantage reconnu le droit de régler les litiges entre ses consoeurs. La fonction de juge est donc réservée uniquement aux hommes 8. Bien que le critère d'âge ne soit pas exigé, le tueur doit être d'un âge qui lui permet de se placer avec aisance et autorité entre les parties dans une affaire qui lui est reportée. 2.1.2. Être NGO tueur, membre d'Autuaire. La justice, en pays Mbosi, est l'une des formes du pouvoir d'Autuaire sur la société. C'est pourquoi, pour être tueur, il faut d'abord adhérer à Autuaire, c'est-à-dire être NGO Autuaire, membre de l'institution. 2.2. Les qualités du tueur. Le tueur, quelle que soit la place qu'il occupe dans une affaire, doit disposer d'atouts et de qualités qui concourent à son efficacité et se conjuguent pour caractériser son art de juger. 2.2.1. La rhétorique. Le tueur est un orateur puissant. Il excelle dans l'art de remuer et de soulever les assemblées par sa parole entraînante, mais il est toujours maître de lui-même. Il doit meubler son intervention de proverbes, de récits et poèmes qui font appel à ses connaissances philosophiques, culturelles, scientifiques et techniques sur l'univers humain, animal et végétal. Le tueur est un homme éloquent et talentueux. Il ne se contente pas seulement d'élever la voix ou de la baisser, de la faire vibrer, de marcher ou de s'arrêter, de s'asseoir mais aussi de se lever et se transformer en accusateur ou défenseur, qui est censé disposer de la parole comme d'un art. Il fait preuve d'une ingéniosité remarquable qui lui permet de convaincre son auditoire. 2.2.2. La capacité de rétention. Le tueur doit être capable de reproduire le discours et l'intervention adverse comme pour fixer l'auditoire sur l'argumentation adverse et le préparer à recevoir sa réplique. 2.2.3. L'élégance dans la conduite du raisonnement. Le raisonnement du tueur doit être clair. Le tueur doit présenter les choses de manière que même celui qui a tort se retire, sans se sentir vexé ou humilié. D'ailleurs, le langage agréé au cours des audiences est fait de symboles, de paraboles et se révèle souvent très hermétique aux non-initiés. Ici, le sous-entendu fait partie intégrante de l'art et de l'exercice de la parole. 2.2.4. La solidité de l'argumentation. L'intervention du tueur doit s'appuyer sur des arguments solides. Le tueur doit très bien connaître l'histoire des origines et de l'exode des familles ou un antécédent célèbre, pour trancher un problème. Il doit surtout connaître la jurisprudence et le droit Mbosi Oli, Autuaire. 2.3. La formation. La formation du tueur est essentiellement orale 9. Le tueur est initié sur le tas. Un homme qui entre dans Autuaire est autorisé à assister à des séances de justice aux côtés des anciens. Au fur et à mesure qu'il siège, il peut être consulté afin d'émettre des avis ou afin d'acquérir une notoriété de sage. Il sera reconnu tueur par la population de son village et des villages de sa zone, au moment où l'on aura considéré comme suffisante l'acquisition des qualités requises. C'est à partir de ce constat d'acquisition suffisante de qualité que ses concitoyens peuvent se référer à lui, pour régler les conflits ou différends qui les opposent. Le tueur est aussi formé par les voyages. En effet, le tueur qui voyage, découvre et vit d'autres expériences, enregistre les différences ou ressemblances, élargit le champ de sa formation et de son expérience. Partout où il passe, il participe aux réunions, entend des récits historiques et juridiques, s'attarde auprès d'un transmetteur qualifié en initiation ou en généalogie,
et prend ainsi contact avec l'histoire et les traditions des terres des villages qu'il traverse. Le contact régulier avec les anciens et les voyages à travers le pays Mbosi Oli sont indispensables au futur Twer. Chaque jour, l'oreille doit entendre ce qu'elle n'a pas encore entendu. La formation est donc permanente. L'acquisition des connaissances et des aptitudes dépend non seulement de la qualité de sa mémoire, mais aussi de son attitude envers les anciens et les clients. Il doit être poli, avenant et serviable car il est dit « Le secret des vieux ne se paye pas seulement avec l'argent mais surtout avec de bonnes manières ». 2.4. Fonction et image du Twer. Dans la société Mbosi Oli, nous avons relevé que le Twer exerce indifféremment toutes les fonctions des domaines judiciaires et parajudiciaires, et des domaines civils. Dans l'exercice de ces nombreuses fonctions, en raison de son large savoir et des qualités qui adulent son art et sa personnalité, il est perçu par la société comme une école. De ce fait, il lui est confié de nombreuses missions, surtout dans les domaines du droit, de la morale, de la culture et de la politique. 2.4.1. Au plan moral et culturel. Le Twer est perçu comme le gardien des mœurs, le détenteur de la sagesse. Il sert de modèle au milieu, enfants, jeunes, adultes. Au moment où se détériorent les valeurs ayant servi de piliers de la nation congolaise, les Twer pourraient aider à moraliser la société et promouvoir les vertus de tolérance, de respect mutuel, de dignité, d'honnêteté et de vérité aujourd'hui fortement compromises. 2.4.2. Au plan social et judiciaire. Le Twer joue un rôle important en se posant comme notaire, huissier et juge dans les divers accords au niveau local, depuis le mariage en passant par les règlements de succession et de partage d'héritage jusqu'à la fixation des limites des terres. Lorsqu'il s'agit du mariage par exemple, le Twer agit comme le ferait un officier d'état civil dans le droit moderne. Il recueille et assure la passation des dots, réconcilie les parties dans la fixation des dots. Lorsqu'il s'agit d'une affaire consistant à sauver une personne en état de maladie, le Twer intervient en tant que conciliateur et peut être régulateur entre les familles en présence. Dans le cas d'un décès, le Twer joue successivement les rôles d'officier d'état civil en recevant la déclaration de décès qu'il fait valider par l'autorité matriarcale, et de juge puis de notaire. Il reçoit les parties en succession et conduit la répartition entre les parents de l'héritage laissé par le défunt. La fonction caractéristique de Twer aux yeux du public est celle de juge. Il instruit, juge, tranche les conflits ou litiges. Il le fait dans un esprit non répressif mais de conciliation et de paix, car les Mbosi l'ont aussi découvert et s'en réjouissent, la paix est le but de la justice. L'acte judiciaire est ici un mode important et essentiel de la résolution pacifique des conflits. Au cours des audiences, le Twer est aussi habilité à relever toute intelligence tendant à introduire une erreur de perception de la vérité dans les débats. Les procédures et les modalités de dédommagement sont conduites et fixées par lui avec autorité et droiture. On peut dire qu'en tranchant les litiges qui lui sont soumis, en punissant les coupables selon au Twer loi, le Twer dit le droit. En outre, selon les circonstances, le Twer joue soit le rôle de conseil ou d'avocat. Le Twer est un avocat ou un conseiller. Les parties comparaissent accompagnées de Twer qui fait office d'avocat ou de conseiller. En effet, au cours des audiences, chaque partie prend la parole par l'entremise de son Twer conseil, avocat qu'elle aura choisi pour la cause. Le Twer conseil, avocat défend sa partie. Il veille à la réconciliation. 2.4.3. Au plan politique. En raison de ses multiples fonctions dans le domaine de la justice, le Twer exerce le pouvoir judiciaire complémentaire du pouvoir administratif. Il exerce l'un des pouvoirs politiques d'au Twer. En outre, les Twer sont toujours perçus dans le monde Mbosi comme détenteurs de la pensée centrale, philosophes, défenseurs de la tradition nationale. Ce groupe social, éminent par son savoir et ses enseignements, était et reste encore aujourd'hui l'âme du monde Mbosi voire Ngala. Il constitue aujourd'hui une des survivances de ce qu'était la véritable nation Mbosi. Le Twer tel qu'il est présenté, est désigné par les autres populations Mbosi ou du Congo sous des appellations différentes. Chez les Akwa au Kombe. Chez les Tek au Wobi. Chez les Ngangulu, Twer. Chez les Mbosi de Mbonzi, Obela. Chez les Mbosi de Ngolo, Twer Obela. Chez les Mbosi Obaa, Obela.
Chez les Mbosi et Boyi, Obela. Chez les Likuba, Obela. Chez les Koyo, Abraham Constant Ndinga MBO 10 nous fait découvrir qu'Obela est effectivement le serviteur du Kani, chef couronné. Il joue aussi auprès du Kani le rôle de secrétaire particulier. Au cours des procès présidés par le Kani ou Moine, l'Obela parle toujours au nom du Kani, Moine Aseriwer, c'est-à-dire, le Moine a dit que. Noseri la Moinewer, c'est-à-dire, tu as dit au Moine que. L'Obela est en fait le véritable factotum de l'appareil judiciaire. Il est juge d'instruction dans la mesure où la partie plaignante se confie à lui et lui demande d'assigner son adversaire devant le Kani. Il est l'assesseur du Kani au cours des procès que celui-ci préside. C'est lui qui dirige les débats, coordonne les arguments, assure l'interprétariat entre le plaignant et l'accusé. Ces indications d'Abraham Constant Ndinga MBO s'ajoutent à la liste des différences que l'on peut relever entre les considérations et rôles d'auteur et confiés à cette institution, par les Mbosi de la rive gauche de la Lima et par les Mbosi Oli. Comme nous l'avons déjà souligné en effet, le Twer Mbosi Oli peut juger et dire seul le droit dans une affaire. Mais il peut aussi être assesseur dans une cour auprès d'un ANG Akwef ou auprès d'un chef de clan, Obiali, Twer. Quand on consulte les études de Georges Balandier et d'autres auteurs, on découvre que les Congos, autres peuples bantous habitant le sud du Congo, ont aussi organisé la société et la justice dans le même schéma. En effet, on relève que les Nzonzi jouent les mêmes rôles de juge et d'arbitre, les Ba Nzonzi constituent la cour et le conseil auprès du chef du village. Ces instances de la justice forment le troisième pôle de la société. Les ressemblances entre le Nzonzi et le Twer, ou Obela, se poursuivent dans les qualités requises pour jouer le rôle et exercer la fonction, dans la formation et même dans l'étendue des fonctions à assumer. Ainsi, comme l'explicite Georges Balandier, le Nzonzi est choisi en raison de ses connaissances coutumières et de son habileté à la palabre. Le chef du village qui cumule les fonctions de chef et juge avec le conseil qui fait partie de la cour, écoute toutes les parties au conflit assistées de leur Nzonzi qui joue le rôle d'avocat au conseil, auprès de la cour. Il conduit le procès en tirant référence aux proverbes et maximes. Le procès donne lieu à une joute oratoire à laquelle assiste et participe le public au Mbongui. Chaque partie au conflit est assistée par un Nzonzi qui représente et parle au nom de cette dernière. Le Nzonzi joue les rôles d'avocat, comme dans le droit moderne. Il intervient dans les domaines où il est sollicité par les parties. Le chef du village en sa qualité de Nzonzi statue en premier et dernier ressort. Il s'efforce à parvenir à un accord, une conciliation ou à une condamnation. En matière familiale, le Nzonzi est souvent sollicité pour la conclusion du mariage coutumier, 11. Chez les Bokiba Congo-Kinshasa, Moben Jembwanga. Armand Utreau témoigne de ce personnage en ces termes. Les Bokiba soumettent rarement un différend au Kumu. Ils préfèrent s'adresser au Moben Jembwanga, maître des différends, chargé de résoudre tous les désaccords causés par les questions d'héritage, des mariages, les divorces. Sa décision a force de loi, et quiconque ne l'observe pas se rend responsable de toutes les conséquences de sa mauvaise volonté. Ce Moben Jembwanga est reconnu par tous comme le plus sage et le plus instruit dans les us et coutumes de la tribu. Le Kumu même le respecte et admet comme conforme à la loi les décisions qu'il prend dans les matières de sa juridiction. 12. Chez les Dogons du Mali, Ogon, Gérard Baudouin 13 indique que le Ogon a une double fonction, spirituelle car il est le prêtre du Lébé et du Nomo, et temporelle puisqu'il rend la justice dans la communauté et dit le droit. Lors de l'audience, on ne peut pas s'adresser directement à lui, mais il faut passer par son assistant, le Kérou ou Kédiou. Outre le règlement des conflits entre individus, il est aussi habilité à faire respecter les tabous religieux coutumiers. Punir par exemple le fait d'avoir tissé après le coucher du soleil. Chaque jugement est sanctionné par une amende dont la plus faible sera un poulet, mais le Ogon peut aller jusqu'à ordonner la confiscation de tous les biens, l'expulsion du village et même la démolition de la maison familiale. Il joue également le rôle d'un tribunal d'appel, car on peut s'adresser à lui si on conteste la décision du Conseil des Anciens ou du Kérou. 2.5. Les droits et rétributions de Twer. Dans la société Mbosi Oli, le Twer n'a pas que des missions. En contrepartie des services qu'il rend, il reçoit des égards importants.
Sa vie matérielle est facilitée par l'arrivée des dons de toutes sortes. Étoffes, animaux, aliments et argent. Le Twer reçoit pour ses services un tsu, c'est-à-dire sorte d'obol. Le tsu reçu par le Twer peut désigner 3 choses. Les frais de procédure, les kautzambe, que chaque partie dépose entre les mains du Twer avant le jugement. Les dessous de table, en ce sens qu'il peut recevoir des objets ou des sommes d'argent pour qu'il prenne à cœur l'affaire à juger ou assouplir les sanctions. Cet acte est contraire aux mœurs, c'est-à-dire qu'il est considéré comme délictuel et peut engendrer des réactions. Les frais de déplacement, ifei la mwanzi, déposés comme symbole de saisine ou d'invitation à venir juger. Le Twer procède également, pour chaque affaire à traiter, à un prélèvement sur les biens et sommes versés en réparation du préjudice ou en remboursement ou sur les biens et sommes à répartir en héritage. Schéma numéro 1. Organisation de la justice traditionnelle Mbosi-Oli. L'organisation du pouvoir judiciaire en société Mbosi-Oli met en fonction pour rendre la justice, plusieurs juridictions ou cours, toutes égales et indépendantes. Celles-ci existent dans les villages sous juridiction du chef du clan ou du village ou sous juridiction d'un ANG Akwef ou d'un simple NGO au Twer. Aucune juridiction n'a le pouvoir hiérarchique de cour d'appel sur d'autres. Une affaire jugée est toujours considérée définitivement jugée. Bien évidemment, un justiciable non satisfait peut refuser d'appliquer une décision et se référer à une autre cour. Cette autre instance prend connaissance de l'affaire en premier et dernier ressort sans considération des décisions précédentes. En effet, une affaire qui a déjà été traitée ne peut faire l'objet d'un recours. Autrement dit, la décision est rendue une fois pour toutes. Seulement la partie qui n'est pas satisfaite de la décision peut saisir à nouveau une autre juridiction. Celle-ci ne doit pas statuer en fonction de la décision qui avait été rendue préalablement. Cette organisation procure l'exercice des fonctions de juger et de dire le droit à des magistrats, appelés Twer. Le Twer est un membre d'Otwer qualifié pour son savoir étendu, sa sagesse et les qualités exceptionnelles qu'il affiche dans la société. Il exerce ses fonctions comme homme indépendant et libéral, mais sous l'autorité et la protection d'Otwer. Le Twer se présente dans sa société comme dans une école. Il exerce les missions de moraliste, d'éducateur et surtout de formateur dans les domaines culturels, social, judiciaire et politique. Selon l'acte que le Twer est appelé à poser, Otwer a réparti les affaires qui opposent les Mbosi en affaires à concilier et en affaires à juger. Le Twer suivant l'affaire agit comme officier d'état civil, notaire, réconciliateur, juge. Dans une affaire, selon la place qu'il est appelé à occuper, il est juge, il est conseil, avocat défenseur. L'appareil judiciaire de la population Mbosi-Oli, tel qu'il apparaît dans cette étude, fait déceler des caractéristiques qui, si l'on veut, autorisent à établir de nombreuses analogies entre le système judiciaire traditionnel des Mbosi-Oli et celui dit moderne. Mais il y a surtout, en nous associant à l'étude de John Gillison 14, 2 points majeurs qui permettent de cerner des différences essentielles entre les deux systèmes. 1. Le cumul des fonctions, de juge au médiateur. Il est à noter que les personnes habilitées à rendre des décisions de justice dans le monde traditionnel Mbosi-Oli cumulent d'autres fonctions voisines voire connexes. En effet, ces personnes connues sous le nom de Twer non seulement exercent les fonctions de juge, mais aussi celles d'officier d'état civil, d'auxiliaire de justice. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.